que le e-gouvernement soit une réalité, les moyens sont mis en œuvre. À Ouagadougou abrite en ce moment un séminaire où les premiers responsables des départements ministériels se penchent sur les dernières données du numérique. Si certains membres sont pour l'heure absents, le secrétaire général du gouvernement rassure, l'outil informatique sera la chose la mieux partagée à la fin de la formation. En titre également, la lutte contre le virus Ebola, nous nous rendrons sur la zone frontalière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour voir les dispositifs mis en place afin de barrer la route à l'épidémie hémorragique. Aucun cas n'est encore enregistré dans les deux pays et nous verrons que c'est main dans la main qu'agents de santé et de sécurité travaillent contre Ebola. Bonjour à tous et merci de suivre cette session d'information. Tout de suite, la primature où une délégation américaine est allée encourager le Burkina Faso pour ses efforts dans le domaine de l'agriculture. À sa suite, Béon Luc Adolphe Tiao a reçu des hommes d'affaires turcs. Il en ressort que la Turquie est devenue une destination certaine pour l'économie burkinabé. La synthèse de ces audiences avec Zalissa Sanfo. Au Premier ministre burkinabé, la délégation américaine est venue traduire les encouragements de l'Amérique au Burkina Faso pour sa politique agricole. À l'issue de cette visite, la délégation va une semaine durant sillonner le Burkina Faso à la découverte de quelques champs agricoles. Toutes choses qui devaient leur permettre de constater de visu les résultats de cette politique dont on en parle tant. J'ai félicité le gouvernement burkinabé pour tout ce qui a été fait dans ce domaine. J'ai été informé que les défis en matière de changement climatique, de climat et autres sont très importants au Burkina Faso et le Burkina Faso est en train de faire un travail formidable que nous pouvons apprendre. Et également essayer de voir comment nous pouvons appuyer le gouvernement burkinabé dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne la résilience. Après la délégation américaine, c'est une délégation turque qui a pris place aux côtés de Béon Luc Adolphe Tiao. Avec elle, il était question d'affaires. Ces businessmen disent être attirés par le climat propice aux affaires du Burkina Faso. Ils sont donc là pour sceller un partenariat gagnant-gagnant. L'objectif de faire l'investissement au Burkina Faso est gagnant-gagnant, comme vous le dites. C'est caché sur les objectifs de toute notre confédération. Parce que nous faisons d'abord l'investissement en éducation, ensuite en aide humanitaire, ensuite sur le dialogue. Donc, dans ce sens, nos hommes d'affaires turcs, ils ne viennent pas pour investir et gagner uniquement. Il faudra qu'ils viennent se connaître, faire des partenaires pour pouvoir penser à l'avenir plutôt des années et des années. Les relations d'affaires entre le Burkina Faso et la Turquie ont pris leur envol en 2012 avec la création de l'ATBE, l'Association turco-burkinabé d'entrepreneurs. Je vous le disais tantôt, les ministres burkinabés sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Initiation ou approfondissement de connaissances, il est attendu d'eux une maîtrise parfaite de l'outil informatique. Et c'est la gestion des données dans leurs différents départements qui en sortira gagnante, au dire de Poussi Sawadogo, secrétaire général du gouvernement. Les détails dans ce reportage que signe Touobouam Evelyne Dabiri. L'objectif de ce séminaire gouvernemental est de former les ministres à l'usage de logiciels comme celui du circuit intégré de la dépense, celui de la gestion du personnel et des salaires. Pour cette formation, on va plutôt parler d'information parce qu'on va essayer de présenter le SIGASPE aux membres du gouvernement pour qu'ils puissent en fait savoir ce qui se passe à l'intérieur des différents départements ministériels. Voilà. Donc il y aura des consultations, il y aura une phase théorique où ils vont pouvoir manipuler. Et voilà, c'est en gros ce qu'on va voir. À terme, la finalité est de renforcer les compétences de l'administration. Nos attentes, d'abord, c'est que les principaux responsables puissent se familiariser avec ces outils, parce que c'est des applications informatiques, et donc il faut savoir les utiliser. Lorsque vous prenez par exemple la gestion du personnel, vous savez que lorsqu'il y a un acte administratif, il y a tout un processus de validation jusqu'à un certain niveau. Et chaque niveau hiérarchique a son mot à dire
à son action et il faut savoir le faire à travers le système informatique. Du 16 au 17 septembre donc, ces élèves du jour auront à leur écoute des formateurs issus des différents ministères pour lever les zones d'ombre dans l'usage de l'outil informatique dans les circuits de gestion de l'administration. Direction le Nord, le Grand Nord, à la suite du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs qui s'est rendu sur le site de construction du centre universitaire polytechnique de Waiguya. 4 mois après le début des travaux, le chantier serait bien avancé et la construction des infrastructures complémentaires est même envisagée. Le point avec Valentin Mano et Dramanso. 4 mois après le début des travaux, le premier lot des infrastructures du centre universitaire polytechnique de Waiguya CUPO prend forme. Situé à une dizaine de kilomètres à la sortie sud de Waiguya, c'est un bâtiment de 6 salles de classe et 10 bureaux. Les travaux de construction du CUPO sont à un taux d'exécution de 70%. Accompagné des autorités de la région du Nord, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a pu constater l'état d'avancement des travaux. Il y a une bonne tenue de ce chantier. Nous avons beaucoup discuté sur des aspects techniques, donc notamment le nombre de bureaux total quand le projet va être fini et la dimension des salles pédagogiques. J'ai souhaité qu'il y ait quelques salles qui puissent prendre des effectifs d'environ une centaine d'étudiants par salle. Il est prévu l'extension de cette infrastructure en un bâtiment à 2 niveaux qui va à terme accueillir une douzaine de filières de formation. L'entreprise Suzy Construction en charge des travaux s'est dit confiant pour le respect des délais de livraison. Du côté avancement, on est fiers aujourd'hui qu'on a pu réaliser le RDC dans le plus bref délai. On a pris 4 mois pour finaliser le coulage de ces 2000 m². Le centre universitaire polytechnique de Waiguya existe depuis 2011. Il forme des étudiants en médecine, gestion des ressources humaines, gestion foncière et finance comptabilité. Cette infrastructure viendra résoudre le manque de salles de cours auquel fait face ce pôle universitaire régional. Une signature apposée et un accord scellé, c'était hier à Ouagadougou entre la direction générale de la CNSS et la coordination du collège des délégués de son personnel. L'acte découle de la mise en œuvre des conclusions formulées par la commission chargée d'examiner la plateforme revendicative du syndicat du personnel, donc de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est Sylvestre Reda. La sortie médiatique du collège des délégués du personnel autour des intérêts matériels et moraux des travailleurs est la cause de la période de turbulence que traverse la Caisse nationale de sécurité sociale depuis le 2 septembre. Une commission chargée d'examiner la plateforme revendicative des travailleurs a alors été mise en place. Les travaux de cette commission ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. Comme au sein d'une famille, il survient par moments des divergences d'opinion entre ses membres sur des questions diverses. Cela relève de la dynamique du groupe. Et la Caisse nationale de sécurité sociale ne déroge pas à cette règle. Cependant, la haute conscience que chacun des animateurs de la vie de l'institution, tant au niveau des délégués du personnel que de la direction générale, a de ses responsabilités, fait preuve que personne n'entreprendrait toute action pouvant porter atteinte à l'équilibre et à la survie de l'institution. La commission a apporté des solutions à plusieurs revendications. Parmi ces revendications, on peut citer entre autres la gestion des ressources humaines, la relecture du statut du personnel et de la grille indemnitaire, ainsi que le relèvement des salaires de 30%. Nous avons abouti avec la direction générale à ce que les anglo-saxons appellent un gentleman agreement. Nous avons donc eu un modus vivendi qui permet donc de faire une accalmie. Au regard de ce qui est adopté, nous pouvons poursuivre les négociations. Sinon, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, puisque concrètement, rien n'est encore résolu. C'est le démarrage du processus qui a été consigné dans le protocole d'accord. Pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord, les parties s'engagent à privilégier le dialogue, la concertation et le respect mutuel.
Retour à présent sur le Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC tenu à N'Djamena au Tchad. Ce fut une tribune pour les jeunes Africains d'exposer des innovations technologiques pour le développement de l'Afrique. Amadou Ilboudo et Karim Patrick Namouano se sont intéressés au projet de 2 d'entre eux. Suivez plutôt. L'âge les sépare, l'une a 15 ans, l'autre le double. La géographie les distingue. Il est burkinabé et elle est tchadienne, mais le trait d'union entre ces 2 jeunes Africains, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Ania Mahamat est encore élève et Thierry Kientga est lui ingénieur, créateur du premier site d'e-commerce au Burkina Faso. L'idée en fait est partie du constat très simple, c'est que moi je suis originaire du Burkina Faso. Et au Burkina Faso, il n'y avait pas de site de e-commerce. On a commencé à construire une première version du site, après d'autres versions du site, fin en début 2011. Et on s'est dit, en fait, on va devenir le plus grand supermarché d'Afrique. En fait, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, proposant plus d'1 million de produits garantis aux normes européennes et livrés en 7 jours sur le continent. Au Salon international des technologies de l'information et de la communication de N'Djamena, ils font partie de la dizaine de jeunes innovateurs à être en compétition. L'ambition, c'est d'encourager les jeunes innovateurs africains. Ici, ils ont eu l'opportunité de montrer leurs innovations et surtout les retombées pour leurs pays respectifs. On a créé des emplois, on a embauché des équipes. Et c'est-à-dire que si on arrive en fait à avoir encore plus de moyens, en fait, à pouvoir encore mieux développer l'activité, on est capable d'accroître en fait le nombre d'emplois que l'on va créer. Water Saver est la trouvaille de Ania Mahamat. Sa technologie vise à gérer rationnellement les ressources en eau de son pays. C'est un simple système qui économise l'eau et d'argent et ça aide à l'environnement. Et j'ai eu l'idée avec la sécheresse du Tchad et de la Californie. C'est comme ça que j'ai commencé. Sur les 10 technologies sélectionnées au Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC, Afromania et Water Saver ont séduit le jury chargé de retenir les meilleures innovations proposées par de jeunes Africains. Le premier prix de 20 millions de francs CFA est revenu à une Kenyane, le deuxième de 10 millions de francs CFA à une Ougandaise, le troisième de 5 millions de francs CFA à Anna Mahamat du Tchad et le quatrième de 3 millions de francs CFA à Thierry Kientga du Burkina Faso. Au sortir du salon, ils ont tous les deux le sourire aux lèvres. J'ai été sélectionné en fait comme entreprise pouvant me présenter au CITIC. C'était déjà une satisfaction pour moi. Et après, j'ai présenté mon projet. Le 4e prix, c'est très bien, je suis content. À 15 ans, Anna Mahamat est aussi heureuse d'être primée. Une source de motivation pour envisager d'autres projets. Mon prochain projet est d'aider les autres enfants à apprendre comment programmer et faire des outils comme moi. Je veux qu'ils réussissent. Les projets ne manquent pas aussi pour l'innovateur burkinabé, mais pour l'heure, il veut pérenniser les acquis. 100 000 salariés, donc voilà, nous on a encore du chemin à faire, on est implanté dans 2 pays et l'idée en fait c'est de développer encore plus et de s'implanter dans d'autres pays. Voilà. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour les 2 jeunes innovateurs africains. Ils sont la preuve que vouloir, c'est pouvoir. Aucun cas de malade du virus Ebola n'est enregistré au Burkina, n'en demeure pas moins que le pays a pris des dispositions pour faire face à une éventuelle crise sur son territoire. À Yendéré, dans les Cascades, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, agents de santé et forces de l'ordre sont mobilisés pour barrer la route au virus qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes en Afrique de l'Ouest. Simplice Barou. Poste frontalier de contrôle de Yendéré à bord de ce cas de voyageurs en provenance de la Côte d'Ivoire, la présence des malades est signalée aux agents de la police des frontières et de l'équipe médicale en place. Aussitôt le cas est immobilisé et 2 infirmiers y pénètrent, se renseignent sur l'identité du malade auprès de l'accompagnant. Immédiatement, l'infirmier, à l'aide d'un thermomètre à laser, prend la température du malade. Résultat. On peut vous rassurer, il n'y a pas de problème. Il fait 37,3 de température et c'est un malade mental. L'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest africaine a amené les autorités sanitaires du Burkina à prendre les devants.
C'est ainsi que le dispositif de contrôle mis en place à la frontière avec la Côte d'Ivoire est opérationnel depuis des semaines. Nous avons été au niveau de la gare ferroviaire où nous avons formé le personnel technique de Sitaray. Nous avons formé le personnel de la police qui s'y trouve. Nous avons formé le personnel de la gendarmerie de Niangologo, le personnel de la douane de Niangologo, le personnel de la police de Yendéré et la gendarmerie de Dangwendougou. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la frontière, l'information est très bien comprise et tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de la maladie à virus Ebola. Au cas où un cas suspect à virus Ebola serait identifié à Yendéré, un centre d'isolement est installé à quelques mètres du poste de contrôle, loin également des habitations. Aussi, le personnel médical et de la police des frontières prend des précautions pour éviter d'être contaminé. Le port de gants et le lavage des mains sont obligatoires. La santé nous a également appuyés avec des conseils pour que nous puissions nous protéger dans la manipulation des documents de voyage. Il y a aussi le matériel hygiénique qu'il faut utiliser, notamment l'eau de javel, le savon, c'était huileries si nous n'avons pas la possibilité d'acquérir l'eau de javel. Pour le moment, aucun cas à virus Ebola n'a été détecté au poste frontalier de Yendéré ni au Burkina, rassure le directeur régional de la santé des Cascades. Tout le monde est formé, de telle sorte que si un cas venait à rentrer dans notre pays, pour qu'on puisse convoyer directement ces cas vers ces sites, voilà, pour pouvoir l'isoler de la population, pour pouvoir le prendre en charge. En tout cas, dans la région des Cascades, pour le moment, il n'y a pas de cas, et même dans tout le Burkina Faso, nous n'avons pas encore enregistré un cas. Et nous demandons à la population de rester vigilant, que tout cas, tout malade suspect qu'ils vont voir, de signaler rapidement les agents de santé pour qu'on puisse venir voir et confirmer ou infirmer, voilà, pour pouvoir prendre en charge ces cas-là. La vigilance doit être de mise dans les zones à fort flux migratoire en cette période d'épidémie d'Ebola, et pour tout renseignement ou pour avertir un cas suspect, appelez le numéro vert 80 00. Hors de chez eux, ils ne sont pas pour autant des laissés-pour-compte. Les enfants du camp des réfugiés se sont joints à ceux du village qui les accueille pour participer à une série d'activités initiées par le service des volontaires de la coopération japonaise. Plusieurs semaines d'apprentissage pendant lesquelles le divertissement était le maître mot. La jeunesse de Sanyonyogo gardera certainement un bon souvenir de ses vacances scolaires. Le compte-rendu est de Nathalie Savadogo. De la lutte à la corde, de la danse japonaise, de la fabrication des instruments de musique, la sensibilisation sur le lavage des mains et des sachets plastiques, bref, ce sont autant d'activités apprises par les enfants du camp des réfugiés et du village de Sanyonyogo aux côtés des volontaires japonais. Ces 3 semaines passées ensemble dans le camp des réfugiés de Sanyonyogo, situé dans la commune rurale de Pabré, ont été une occasion de divertissement et d'apprentissage pour ces jeunes. On a appris à lire, à écrire et à compter. On a appris aussi des choses qu'on n'avait pas appris auparavant. Et c'est 19 volontaires de différents domaines qui travaillent pour leur propre mission ici au Burkina Faso. Ils ont été aidés par 3 volontaires de court terme de la JICA qui ont été envoyés uniquement pour ces activités. Il y a donc en tout 13 jours, en gros c'est 3 semaines et plus exactement c'est 13 jours d'activités. Ces diverses activités réalisées par 18 volontaires japonais entrent dans le cadre du programme du JOCV, une coopération japonaise dans le domaine du volontariat. Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés, HCR, l'appui des volontaires japonais cadre avec la mission du HCR qui est d'apporter protection et assistance aux réfugiés. Vous avez vu l'enthousiasme de ces enfants. Ça signifie que l'approche est participative et interactive, et ce qui donne en fait des divertissements au courant desquels les enfants apprennent, les enfants construisent, les enfants développent des compétences de société. Et ça, c'est très appréciable. À l'occasion, les volontaires ont remis un lot de matériel composé de ballons, des appareils de musique et de cordes aux jeunes du camp des réfugiés et du village de Sanyonyogo. Fin de ce journal. Merci de votre attention. À demain.